Ils ont essayé de m'éduquer à la vietnamienne, ils voulaient que je sois une femme de maison. Grandir en cité, que des Renois, des Rebeux, que des Jean Géchard. Le mec qui va cuisiner pour moi, je te le dis. Et les Viet, ils disent, ouais, vous les Français, vous êtes trop exigeants. Mais je trouve que ça crée un peu des handicaps, des handicapés sociaux. Franchement, j'avais honte d'être asiatique. Aujourd'hui sur Débris des Stories, le média qui met en avant la diaspora asiatique et tous les amoureux de l'Asie, on reçoit Caroline. Née et élevée en France avec des racines vietnamiennes, elle a grandi entre deux cultures et deux mondes. Aujourd'hui, elle vit à Saigon, une ville qui l'a rapprochée de ses origines. Caroline nous parlera de sa famille, son rapport au Vietnam et de ce que signifie grandir et évoluer comme femme asiatique en France. On remercie aussi notre sponsor, Passeport Vietnam, le spécialiste des démarches administratives au Vietnam, pour faire vos passeports, vos visas, investir ou passer votre retraite. Toutes les informations sont dans la description et on vous souhaite un bon visionnage à toutes et à tous. Je suis avec Caroline au Off Café, donc magnifique lieu où vous pouvez passer donc, tranquillement, boire un coup ou alors travailler directement sur vos projets. Donc Caroline, merci de nous faire l'honneur d'être sur la chaîne YouTube. Est-ce que tu peux te présenter rapidement à nos abonnés? Bah écoute, je m'appelle Caroline, j'ai 30 ans. Qu'est-ce que je peux te dire? Je suis vietnamienne. Ça fait un peu plus d'un an que je suis au Vietnam. Ok. Et donc voilà, on est à Ho Chi Minh quoi. Et donc je suis project manager, donc je travaille pour une agence digitale et je gère des clients français du Vietnam, mais ils sont en France quoi. Merci pour la présentation Caroline. Donc on va repartir rapidement dans le passé. Ouais. Je te connais un petit peu, mais je te connais pas tant que ça. Quels sont tes liens avec le Vietnam? Est-ce qu'à la maison ça parlait vietnamien? Est-ce que tu as baigné dans la culture vietnamienne ou pas du tout? Ouais. En fait, c'est méga drôle parce que la première langue que j'ai parlé, c'est le français. D'accord. Parce que j'ai été élevée par une nourrice jusqu'à mes 3 ans. Ok. Donc mes premiers mots, c'était des mots français. J'ai vécu 3 ans chez une nourrice. Ma mère m'a récupérée en disant putain, elle parle pas viet et tout, c'est mort, faut qu'on l'éduque. Okay. Et là, c'est à partir de là qu'à partir de 3-4 ans que j'ai commencé à parler viet. Donc ça, c'était mon premier rapport à ma culture viet. Je pense qu'après, je me suis rendu compte que j'étais viet, c'était quand j'étais à l'école finalement. Surtout que j'ai grandi à Noisy-le-Grand, donc c'est un peu une petite cité dans le 93. Ouais. Et il y avait très peu d'Asiates, beaucoup de Renois, Rebeux, donc forcément, tu es parmi... il y avait 3-4. Étiqueté, on te remarque rapidement. Ouais. J'étais la chinoise quoi, mais après c'est bien, moi ça me dérangeait pas du tout, mais en tout cas ouais, j'en avais très peu et donc c'est là que je me suis rendu compte que j'étais viet. Ma mère commençait à me parler viet, je comprenais bien viet et puis voilà, et je pense que j'étais chez l'orthophoniste aussi parce que je parlais beaucoup viet. Ok, et donc tu parlais viet à la maison? Ouais, déjà. À tes 3 ans quoi. Ouais, et donc du coup il y avait déjà cette confusion entre le viet et le français, donc je dirais que mes premiers rapports avec le Vietnam, c'était ça. Ok, donc toi tu me parlais un peu de tes parents, tu disais du coup que tu as fait donc, de tes 0, de ta naissance à tes 3 ans chez une nourrice. Ouais. Je suppose que c'est parce que tes parents travaillaient beaucoup. Vas-y. Non, pas vraiment. Ah ouais, pas vraiment. Ok. Non, mes parents, c'est pas des gros travailleurs. Ok. Non, à part mon père, il travaillait beaucoup, mais c'est juste que ma mère a été relativement fragile. Okay. Et donc du coup j'ai été élevée par la nourrice et ma mère elle a enchaîné les grossesses. Donc c'est pour ça que j'ai été élevée par une nourrice. Et bon, je sais pas si tu l'as demandé, mais moi c'est une question que je me pose. Ouais. Pourquoi elle t'a pas mis chez une nourrice viet? Tu sais, parce que tu vois les mamans viet elles connaissent tous toute une viet, tout ça directement. Pourquoi elle a pris une nourrice française? Franchement si tu me poses une colle, je sais pas du tout. Je sais pas. Franchement, je pourrais pas te dire pourquoi. Ok, ça marche. Faudra lui poser la question. On va lui demander de venir ici. Je te jure. Non, j'avoue, je sais pas du tout. Je me rappelle juste vaguement à quoi elle ressemblait, mais je sais pas. J'ai adoré ma nourrice en plus. J'étais sa préférée, entre guillemets. J'ai passé beaucoup de temps à vivre chez elle. Okay. C'est pour ça que je te disais que les premiers mots, même les premiers mots maman, c'était avec elle quoi. D'accord. Donc ce que je passais, je dormais chez elle, je passais je crois 2-3 jours chez elle et on me récupérait que le soir ou on me récupérait que le week-end. C'était des trucs, je sais pas si ça se faisait à l'époque ou encore, mais en tout cas moi c'est ce que ma mère me racontait quoi. D'accord. Okay. Mais après j'ai eu mes tantes qui m'ont gardée, mais bon, c'est trop bizarre parce que ma mère elle a voulu me donner à ses sœurs. Je sais pas un peu si tu vois la culture. Genre tu donnes l'aîné dans certaines cultures, c'est un peu comme ça. C'est vrai, au Vietnam, généralement, l'aîné, il a beaucoup de responsabilités. Forcément, il a la responsabilité de montrer l'exemple. Ok. De dire, toi, tu dois bien travailler, bien parler français, tout ça, etc. Je sais pas si toi, par exemple, étant l'aîné, tu l'as vécu, tu l'as senti peut-être?
Mais moi, j'ai été première de la classe pratiquement toute ma vie. Ouais, ok. En toute humilité. Non, mais ouais, clairement, j'ai été première classe toute ma vie. En plus, je rentrais dans le cliché de l'Asiate, un télo et tout. Bien, ouais. Mais j'étais aussi chaude en sport aussi. Donc en vrai, j'étais assez équilibrée. Je veux dire ça, mais ouais, j'ai été première de la classe jusqu'au lycée pratiquement. Donc vraiment, ouais, tête de classe, je renforçais grave le cliché des Asiates en plus. Mais bon, après, c'est comme ça. Hein. Franchement, je l'ai pas tant mal vécu que ça. Ouais, bah après, en tant que... Moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'en tant que Vietnamien, en tout cas, l'éducation que nos parents nous donnent, c'est souvent, on va dire, l'excellence. Le sérieux, l'application, donc le travail, tu vois, on a un peu cette culture. Qui a été inculquée quoi par... Moi je sais que mes parents déjà ils se sont rencontrés en France. Ils ont grave gardé cette culture vietnamienne conservatrice à l'ancienne. Donc pour eux déjà mon père lui il fait partie des boat people. Donc quand il est arrivé en France, il n'avait pas de diplôme ou quoi que ce soit. Ma mère elle venait d'une bonne famille vietnamienne. Quand elle est arrivée ici, elle avait déjà elle arrivait à 12 ans. Elle avait quelques bases, elle a fait un peu l'école. Donc eux en fait ils sont arrivés dans un pays qui n'est pas le leur. Et tu connais un petit peu la culture asiatique où faut rester dans les clous, droit. Mais il faut rester discret aussi. Règles, exactement. Il faut rester discret aussi. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que finalement, j'ai un peu suivi ce truc-là. Ok. Ouais, t'as suivi du coup le schéma familial, où il ne faut pas faire de vagues, entre guillemets, etc. Donc t'as pas eu forcément de gros problèmes ou de mauvaises fréquentations? Non, franchement, non. Franchement, dans l'ensemble, ça s'est super bien passé. Ok, ça marche. Après, bon, comme j'allais dire, t'es en cité, tu te prends des remarques, ou des trucs comme ça. Mais en vrai de vrai, franchement, je l'ai plutôt bien vécu. Parce que je répondais en retour. J'avais ma bande de potes, ça me suffisait en vrai. Ouais, je pense que c'est important, tu vois, sans minimiser ça. Parce que tu vois, moi je veux pas partir non plus dans la victimisation. Bien sûr. Tu vois, je pense qu'il faut dénoncer ça. Et après, il faut être aussi plus fort que ça. Après, maintenant, peut-être que les générations d'avant avaient tendance à garder ça en soi. Et tu vois, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure, on dénonce de plus en plus ce type de comportement. Et je pense que ça va... En tout cas pour moi dans le bon sens. Non, je suis d'accord. Mais du coup, j'ai toujours été bon à l'école. Ils ont essayé de m'éduquer à la vietnamienne. Ils voulaient que je sois une femme de maison aussi. Ils étaient tellement à fond, il fallait que je sache cuisiner, que je sache nettoyer. Je sais cuisiner français aussi. Après, je l'ai appris tardivement parce que j'ai habité seule. Mais ouais, carrément. Je suis vraiment contente aussi en même temps des valeurs qu'ils m'ont apprises. Après, à côté de ça, ils étaient tellement stricts que j'ai grave dérivé aussi. C'est pour ça qu'après, j'ai commencé à vite m'émanciper, à voyager énormément, à vouloir faire plein de choses directement parce qu'ils ont trop essayé de me garder à la maison, de vouloir m'élever à la bonne vietnamienne, j'allais dire la bonne française, mais la bonne vietnamienne. Donc voilà. Je peux comprendre parce que l'éducation vietnamienne finalement elle est assez stricte quand en tout cas on la suit. Après eux ils le font forcément comme tu le sais pour notre bien. De toute façon les parents veulent toujours le bien de leur enfant. Bien sûr. Je vais justement revenir un tout petit peu avant, donc sur ta période à l'école, donc avant que tu t'émancipes justement, sur tes relations justement avec les gens. Je crois que tu vas dire avec les gars. Non, sur ta relation avec les gens, avec ton groupe d'amis que tu parlais. Est-ce que du coup tu avais beaucoup d'amis vietnamiens, vietnamiennes? Pas du tout. Et comment t'expliques ça du coup? En fait c'était trop bizarre parce que quand j'étais jeune, je reniais grave mon côté asiate. J'avais, je t'ai dit, on était 3-4 au collège, en primaire. Ma pote, j'avais une de mes meilleures potes, elle était cambodgienne, indienne. Mais même elle se sentait tismée, tu vois. D'accord, donc moi, du coup, j'étais un peu la seule vraie asiate de ma bande. Je reniais à fond. Je me rappelle, j'avais C'était à quel âge ça à peu près? Mais je pense que 7, 8, 9, tu sais, que même pré-ado, même au collège. Franchement, j'avais honte d'être asiate. Je me demandais pourquoi j'étais asiate, tu vois, parce que la dominance, c'était des Renois, des Rebeux, des Portugais, des Italiens, tu vois, il y avait un peu tout. Il y a les Asiates, il y en avait, et c'était que des intellos en plus. Donc en plus, toi, t'es intello, et en plus tous les autres, c'est des intellos. Grave. Et donc c'est pour ça que tu reniais ce côté-là. Grave. Et tu le reniais comment, par exemple? Tu le reniais en disant je suis pas asiate, ou non, même pas. Comment ça se
ça se prononçait justement? En fait, j'ai renié sans jamais renier. C'est-à-dire que j'ai D'accord. toujours assumé qui j'étais. Ok. Mes potes, quand elles venaient, je sais pas si t'avais ce truc, non, je sais pas si c'est un truc de meuf. Tu sais, tes potes, elles viennent te chercher en bas de chez toi et vous allez à l'école ensemble. Ouais. Et donc, il y avait une phrase que je disais tout le temps à mes parents avant de partir, c'était Maman Kandeha. Ça veut dire Maman, je vais à l'école. C'était Ouais, genre la Kandeha. phrase que je devais Ok. dire, quoi. Pour sortir? Ouais, Parce que sinon, ils te bloquaient. Ouais, un Ouais. petit peu, genre, comment ça, tu vas pas dire au revoir? Ouais, Et ok. j'ai ma pote, elle est réunionnaise. Ouais. Elle entendait tellement tous les matins que maintenant elle le dit, tu vois, Ok. et qu'elle s'en souvient encore. Donc c'est pour dire que j'ai jamais réellement renié mes origines, mais c'est juste que j'avais un peu honte d'être asiate. Et puis tu vois, il y avait ce cliché, ouais, j'étais une asiate quoi, j'étais. Ouais, c'est ça. Parce que tu as eu l'éducation à la vietnamienne et que tu rentrais dans les cases des Ah ouais. clichés, toi, tu voulais être, entre guillemets, plus que ça, tu vois. Plus que les clichés que les gens avaient des Asiatiques. Ouais, je pense. Inconsciemment, peut-être. Hein. Je sais Ouais, pas, moi, peut-être, je suis peut-être. psychologue à deux. Non, je voulais pas être plus, je voulais juste être normale. Enfin, Ouais. je sais pas, c'est bizarre de dire normal, mais les Asiates, comment ils éduquent leurs enfants, je sais pas si c'est une réalité ou non, c'est que les parents, ils sont super durs. Ouais. Ils te disent pas je t'aime, ils ont pas le même love language. Ils vont te dire leur je t'aime, c'est par les actes. Ouais. En gros, totalement. Est-ce que t'es malade, t'as bien révisé, putain t'as maigri, putain Ouais, t'es moche, t'es beau, moche, ouais. t'es beau. Ouais, Ça je c'est vois. leur love language. Mais toi, le truc, ça défonce ta confiance en toi un petit peu. C'est vrai, tu vois, je rebondis sur ça. Enfin, je te coupe un petit peu. T'as aussi vécu ça? Mais effectivement, ouais, le fait en fait de tu sais, comme je t'ai dit, l'excellence Ouais. la vietnamienne, tu vois, ils vont jamais te dire réellement des mots affectueux, Ouais, tout ça, etc. exactement. Ça veut pas dire qu'ils t'aiment pas, hein, tu vois, Bien au sûr, contraire. exactement. Mais c'est juste une façon de dire, ouais, fais attention à toi. Exactement. Ouais, là, t'es pas bien. Justement, là, Ouais. t'es un peu maigre. Genre, ouais, t'es vraiment maigre. Ou ouais, t'es grave. gros et tout. C'est genre, va faire du sport et tout, etc. Exactement. Et c'est vrai que sur ça, on se rejoint. Il y a beaucoup de personnes qui ont vécu la même chose finalement. Et je pense que le fait aussi de manquer d'affection, enfin, je sais pas si on peut parler de ça, d'affection, je sens chez beaucoup d'Asiatiques et c'est peut-être pour ça qu'on a du mal en fait à exprimer ce qu'on ressent. montrer nos émotions. En fait, que ce soit avec faut le les gens, disséquer, il faut ouais, le c'est comprendre. Ouais. Il y a des gens qui comprennent très bien que les gestes, c'est une marque d'affection. Tu vois, même moi, encore aujourd'hui, ma façon d'aimer les gens, c'est de rendre des services. Mais ouais, après, quand tu es jeune, tu gardes ce truc-là. Tu regardes aussi, toi, quand tu es jeune, tu penses que c'est que des critiques. Ok. Toi, tu regardes les autres familles, entre guillemets, ça se dit je t'aime, ça fait des câlins. Ouais, tu comprends pas. Ouais, et pourquoi. donc du coup, toi, tu deviens un peu plus timide, tu deviens plus réservé, tu vois, tu montres ton amour différemment. Tu vois, Ok. tes potes qui se font des gros câlins, toi, t'es en mode vas-y, me touche pas, tu Ouais, vois. genre je connais pas trop et tout. Ouais, etc. c'est ça. Ok. Donc c'est pas. Et puis t'es gêné par rapport aussi. Moi, je sais que je me rappelle à l'époque, j'ai été très gênée par rapport à mon rapport aux hommes et aux hommes. Aux hommes en général. Parce que t'as la daronne ou le daron, il a dit non, mais faut pas. Faut pas, ouais. Mais je trouve que ça crée un peu des handicapés sociaux, tu Ouais, vois. ouais. Parce que je trouve que moi, plus tard, j'ai fréquenté énormément d'Asiates. Mes amis, c'est des Asiates. Et tu sens qu'ils sont très shy. Ils sont très timides. Et Bien tu sûr. vois, ils sont moins extravertis. Ils sont. La Après, plupart des gens, oui, bien sûr. être extraverti, c'est pas une finalité en soi. Mais Exactement, en tout ouais. cas, tu le ressens moins. Et c'est hyper drôle parce que là, je rebondis. J'ai une pote qui est viette ici. Elle a genre 31 ans. Ou un Viet truc comme ça. française ou Viet? Non, Viet. Ok. Et la nana, elle a peur des hommes. Ouais. Et en fait, moi, quand ma mère, quand elle me dit, mais qu'est-ce que ta daronne, elle te dit? Elle disait exactement ce que ma mère me disait. Et ma mère a continué à me dire ces trucs-là. Ouais, ok. Et je me dis, putain, mais toi, t'es un pur produit du Vietnam, mais ça semble logique. Oui, c'est ça. Mais- En fait, Ça reste culturel, la peur. Comme tu l'as dit, c'est la peur pour protéger, mais c'est de l'amour, mais en même temps. c'est ça. En fait, la peur que les parents ont, malheureusement, ils vont te la refléter ou te la rejeter directement sur toi. C'est ouf. Pour revenir par rapport à ça, donc ce que tu m'as dit, que tu me disais rapport par rapport aux hommes, Ouais. je sais que oui, par rapport aux Asiatiques et tout, etc., surtout à l'époque, tu vois, même nous les Asiatiques en tant que mecs, ça n'avait pas la cote. Tu vois. Moi, je pense que les filles, elles avaient un peu plus la cote. Non, je sais pas. Moi, je sais pas. J'en sais rien. Tu vois. Moi, je sais pas. Mec. Tu vois, est-ce que tu avais par exemple, t'as des mésaventures de par le fait que tu es asiatique, enfin, que tu étais asiatique vietnamienne. Mais Genre, des- on t'a dit, ouais, ouais. non, elle, c'est Viet, c'est mort et tout. Mais en fait, déjà, faut contextualiser le truc. Grandir en cité, que des Renois, des Rebeux, que des gens Géchard. Ouais. On va pas se mytho, vas-y, Ouais. viens, on parle français. Ok. Que des gens Géchard. Toi, t'arrives, petite, Petite, mince, frêle, tout ça et frêle, tout. longéline, Ouais. pour pas dire filiforme, tu vois. Mhm. Mais voilà, donc du coup, t'avais pas forcément la cote, et t'as la cote auprès
Ouais, des... Ouais, vas-y. Des mangaka, quoi. Ouais, ok. Non, c'est ok. Je rigole. On voit des gens qui aiment bien les animés Voilà, ou les trucs comme ça. Qui, un petit peu, il y a un peu un fétichisme. Ouais, il y a un peu un fétichisme. Un petit peu, tu vois, il y en a, tu vois, on va pas faire qu'il y en a pas, mais forcément il y en a. Comme des gars qui aiment que les Renois ou les trucs comme ça, ou que les rebeux ou les trucs comme ça. Oui, de toute façon, chacun. Exactement, il y en avait. Il y en a qui ont juste un style et. Exactement. Et c'est ok. C'est chacun son chacun, comme on dit. Exactement. C'est juste, faut pas que ça déborde un peu trop dans le fétichiste voilà. à fond. Voilà, c'est ça, exactement. Et qu'il n'y a pas un fantasme autour de ça. Après, je t'avoue, du coup, j'avais pas trop la cote, mais j'avais des petits copains normalus. Okay. Et après, c'est vrai que quand j'ai grandi, j'ai senti un peu de fétichisme. Pas mal vécu, tu vois, je me dis juste c'est une question de goût. Et après, il y a eu la hype aussi, tu sais, coréenne, tout exactement, ça. Ouais, et donc, ça là, ça revient en force, donc... Grave. Mais en vérité... tu l'as pas tant mal vécu que ça, quoi. Non, franchement, je l'ai pas tant mal vécu. Peut-être quand j'étais au collège, parce que là, tu te découvres un petit peu, etc. Mais toute ma vie, non, j'ai pas senti de jugement. Peut-être que tu as des remarques un petit peu de t'es coquine, on connaît les fissages, les coquines, des trucs comme ça, tu vois. À cet âge-là, c'est difficile parce que les mecs ils sont un peu bêtes et tout, donc ils disent n'importe quoi. Mais voilà, c'était ça le repère, un peu le fantasme. Mais après, j'ai eu quelques remarques, c'est vrai, on connaît les Asiates, elles sont très sages de l'extérieur, mais au lit, ça doit faire du sale. J'ai eu ce genre de remarques-là. Après, c'est toi qui prends, tu sais, tu te connais, et après, on fait ce qu'on veut aussi. Ouais, c'est ça, je pense que de toute façon, il y a un peu une méconnaissance de la culture asiatique de la plupart des gens. Dans le sens où, tu vois, quand tu vis en France, tu vois, tu connais un petit peu la culture africaine, tu vois, maghrébine et tout. Parce qu'il y a beaucoup plus de représentation, tu vois, culturelle. Je pense aux artistes, je pense à l'entertainment, tu vois, dans le foot, etc. Tu les vois beaucoup plus à la télé. Tandis que, tu vois, les Asiatiques, on les voit beaucoup moins. On n'est pas forcément invisible, tu vois, mais on nous voit beaucoup moins sur les réseaux sociaux. Parce que c'est lié à la culture, le fait de vivre caché, discret, etc. Tu vois bien que la Corée, ça prend grave de l'ampleur. Même culture vietnamienne, ça prend de plus en plus en France. Exactement, le Vietnam, il y a de plus en plus de personnes, en tout cas moi je le vois sur les réseaux, il y a de plus en plus de personnes qui en parlent, qui vont, etc. Et d'un côté ça me fait plaisir, tu vois. Moi aussi. Parce que, comme tu disais, pour les personnes qui ont honte ou qui renient un peu leurs origines, moi je dis toujours, c'est une fierté d'être vietnamien. C'est une fierté d'être dans une autre culture. C'est ça, exactement. Parce que du coup, tu ramènes un petit peu de spice. C'est ça. Tu as une double culture, tu as ce truc où tu peux parler de double langue. C'est un peu ta langue secrète aussi, ça peut être super sympa, ce genre de truc. Moi, aujourd'hui, je trouve que c'est une force de ouf. Exactement. Être qu'une seule culture. Avoir la multiculturalité française et une autre culture, c'est vraiment une force. Et tu vois, moi, je suis persuadé que le Vietnam, par exemple, dans les 5-10 ans, ça va être the place to be, tu vois, notamment Ho Chi Minh City, en Asie. En Asie du Sud-Est. Tu penses réellement ? En tout cas, je pense réellement. En tout cas, ils font ce qu'il faut pour que ce le soit. Et tu auras plein d'entreprises, tout ça, etc. Après, tu as toujours les Singapour, les koalas, tout ça, etc. Mais de comment les gens voient le Vietnam, notamment Ho Chi Minh City, là où tu bosses et tout, ça a totalement changé par rapport à des dernières années. Moi, j'ai peur que ça perd un peu de sa culture. Parce que ça se mondialise, ça se mondialise énormément. Je vois que le prix du logement, il a vachement augmenté par rapport à ce que c'était, les constructions, les buildings. Je sais pas si bientôt ils vont faire un peu comme la Thaïlande, c'est-à-dire enlever tous les oui, et remplacer ça par les condos. Ça, c'est un truc dont j'ai peur parce que ça fait partie un peu de la culture. Oui, bien sûr. Donc après, on verra. Après, je sais que le Vietnamien, il a du caractère, il a du tempérament, il a une fierté à l'algérienne, tu vois. Tout à fait. Mais donc, j'espère que ça va rester. Mais moi, c'est un truc dont j'ai peur. Là, tu vois, t'as déjà été à Da Nang ou pas ? Ouais. Je tourne ma tête, je vois que des blancs, Je dis pas que c'est une mauvaise chose, je dis juste que il y a certains quartiers, il y a tellement trop de blancs que le prix du mobilier, il a... Exactement, c'est ça, Et ça me dérange un petit peu, mais bon, après, ça fait partie du game. C'est ça, c'est la montée du tourisme. Forcément, ça fait des constructions, et plus il y a de monde, et forcément, plus les prix montent. Et apparemment, c'est le nouveau Bali, de ce que j'ai entendu. Ah ouais. Après, il y a beaucoup d'influenceurs
qui font la promotion, tu vois, de Da Nang pour dire on peut vivre à Da Nang pour 500 €, tu vois, pour 600 €, tu sais, etc. Tu vois. Après, eux, ils font leur buzz dessus, tu sais. Ils font leurs vidéos et tout, donc... 500 €. C'est Non, mais après, tu fais rien, tu vois. Tu dors dans une couchette. Non, mais grave. Et tu manges des banh mi, tu vois, tous les jours. Tu sais que j'ai vu quelques vidéos d'eux. Franchement, je trouve que c'est rabaissant pour le pays de se dire, ok, c'est vrai que c'est parmi l'un des pays les moins chers d'Asie du Sud-Est, mais résumer le Vietnam à c'est juste c'est pas cher et à des banh mi. Je mange des banh mi. C'est moi en tant que Vietnamienne ici qui dis ça, mais je trouve ça dommage. Et je trouve qu'il y en a plein qui arrivent ici et qui en fait, ils essaient trop d'adopter leur façon de penser et pas s'adapter au Vietnam. Au pays, mais ça, c'est encore un autre truc. Mais parce que je crois que c'est parce que j'ai vu beaucoup d'étrangers, d'expats installés ici, qui font grave l'effort de parler viet, d'apprendre la culture, de vraiment s'intégrer au pays. Exactement. Donc bon, après... Mais je voulais grave aller m'installer à Da Nang, moi, de base. Ça t'a un peu refroidi, le côté building, tourisme et tout, etc. C'est même pas ça c'est pas très dérangeant, c'est juste qu'au mètre carré, il y avait trop de blancs. D'accord, alors que t'es au Vietnam, tu vois. Ouais. Tu te sentais pas au Vietnam, quoi. Ouais. Voilà, ok. C'est juste... c'est juste ça. Le phoque qui passe à 4 €, t'as le seum, tu vois. C'est clair. Ah bah ouais, non, mais tu m'étonnes. Et tu vois, donc forcément, on est là pour parler du Vietnam. Ouais. Toi, c'est quoi ton rapport au Vietnam, justement? C'est quand tu m'as parlé, tu me disais que tu parlais vietnamien avec tes parents, donc à la maison. Peut-être tu faisais kalong, tout ça, tu vois, karaoké et tout. Peut-être tu chantais, tout ça, etc. Ouais. Et tout le monde est passé par là. Toi aussi? Ouais. Tout le monde, pendant les soirées et tout. Tu vois, avec picoler un peu, après ça te dit, vas-y, viens chanter. Et du coup, je voulais savoir, c'était quand justement la première fois, enfin, en tout cas, que tu te souviens, où t'es pas arrivé au Vietnam, justement? Alors moi, mon père, il n'y a que de la famille de mon père aujourd'hui maintenant au Vietnam. Ok, d'accord. Toute la famille de ma mère sont venus en France, parce qu'ils avaient déjà la nationalité française. Ok. Donc du coup, quand je suis venue au Vietnam, je venais à peu près une fois tous les 4-5 ans. D'accord, ok. Donc je suis partie au Vietnam peut-être 4-5 fois dans ma vie. Ok. Et on allait directement dans la ville de mon père, qui est vers Vung Tau, Phu My, qui est la station balnéaire à 2 heures d'ici. C'est un peu le dos d'ici. Ouais, ok. Donc moi à l'époque Saigon, je l'ai jamais connu. Ok, donc toi t'arrives à Saigon, bim, taxi, limousine. Exactement, c'est ça. C'était la campagne de fou malade. Ok. Encore, tu vois déjà, je t'avais dit, mes parents ils étaient hyper conservateurs. Je suis arrivée là-bas, c'était encore plus conservateur. Ouais. Donc, mais c'était drôle, j'avais rencontré mes cousins, ça c'était mes rapports avec le Vietnam. Et c'est trop drôle parce que maintenant il y a plein d'endroits que j'y vais avec des potes, qu'à l'ancien j'allais avec mes parents. Ah ok, et ça s'est développé, surtout si tu me dis que tu étais vers Vung Tau, tout ça et tout, ça a changé parce qu'aujourd'hui c'est tellement une grosse station balnéaire, c'est Deauville comme tu as dit. Il y a un endroit qui s'appelle La Gui, je sais pas si tu as déjà entendu parler. Non. En gros, il y a Vung Tau et c'est à 2 heures de Vung Tau à peu près. Okay. Et à l'époque, j'étais partie avec mes parents et je suis arrivée à la plage, j'ai fait mais c'est de la merde ce truc. Et même, je suis retournée, maintenant tu as plein de petits restos mais ça reste hyper conservé, enfin wild comme on dit. Franchement, c'est trop beau. Et je crois que c'est parce que le regard il change aussi, mais quand tu es enfant, tu es avec la famille, c'est pas pareil. Ça, quand tu es enfant, tout ce que tu veux faire c'est aller au McDo, faire des trucs, manger des bonbons et tout, tu arrives à la plage, tu comprends pas forcément l'aspect culturel, la découverte, des paysages, etc. T'es moins sensible à ça, c'est normal. Mais maintenant, je suis grave contente de redécouvrir des endroits authentiques parce que même pareil, je t'ai pas dit, mais moi j'ai fait mon stage au Vietnam. D'accord. Il y a 8 ans. D'accord, ok. J'ai fait 6 mois dans une agence digitale aussi, dans le SIA. Ok, donc t'es vraiment ancré, quoi. Le Vietnam, c'est quelque chose qui t'a suivi durant toute ta vie, quoi, finalement. C'est ça, et j'avais fait mon stage là, je suis restée 6 mois. J'avais quel âge à l'époque aussi? J'avais 21, 22. Ok, donc c'est jeune, Et puis en plus, t'as dû kiffer parce que t'es jeune, 21, 22. Je dormais jamais. C'était encore moins cher. Saigon? Ouais. Je dormais jamais. Par rapport à ça, tu vois, tu me dis, donc t'es arrivé au Vietnam. C'était quoi, du coup, les premières choses que t'as pensé du Vietnam? En gros, quand t'es arrivé, qu'est-ce que ça t'a procuré comme sentiment? Parce que tu vois, il y a des gens qui disent j'avais l'impression d'être dans le futur, j'ai l'impression de revenir en passé, c'est un pays pauvre, tout ça, etc. Moi déjà, je me suis dit que c'était wild. Parce qu'il y a trop de taxis, il y a beaucoup de bruit.
Faut aimer, c'est hyper dynamique. Ça, c'est une des choses que je me suis dit. Ça parle fort, que tu le veuilles ou non, ça parle grave fort. T'as l'impression qu'il t'embrouille tout le temps quand il parle, mais ça fait partie de la culture. Je crois que c'est des premières choses que je me suis dit quand je suis venue au Vietnam. Après, les gens, je les trouve méga chill. Ouais. Quand tu vois ces hommes à l'ancienne, tu sais, les gens qui sont posés sur leur scooter dehors. Qui fait ça? En fait, c'est trop bizarre parce qu'au Vietnam, il y a la culture du chill à fond. En gros, le travail, ça définit pas ma vie. Mais en même temps, il y en a qui bossent des fous malades. C'est ça, ouais. Il y a deux écoles. Exactement. Et donc, franchement, je trouvais que le pays, il était dans la débrouillardise. C'est assez vivant. Les gens vivent, les gens, ils adorent faire des karaokés. Ouais, c'est ça aussi que je me suis dit. Trop de karaokés. C'est ça, du coup, tes premières impressions. Je te jure, c'était grave ça. Moi, franchement, c'était ça. Ok, ça marche. Et donc, du coup, bon, tu continuais d'aller au Vietnam, tout ça et tout, etc. En même temps, tu faisais donc en parallèle ta formation en France. Tu me parlais à un moment donné que tu t'es émancipé. Comment eux, ils l'ont vécu? Bien, mal? Non, pas trop bien, je pense. Non, ils l'ont méga mal vécu. Ils l'ont hyper mal vécu. Ma mère, elle a pleuré. Ah ouais, carrément. Non, mais moi, c'était... Ouais, parce que tu sortais un peu du cadre familial. Parce que tu me disais que... Enfin, tu me dis que ouais, t'as toujours été une bonne élève, donc tu suivais le cursus et tout. Et puis pas du jour au lendemain, mais à un moment donné, il faut faire des choix. Et ouais, donc eux, ils l'ont vraiment mal vécu. Totalement. J'ai quitté j'ai voyagé jeune. À partir de 21 ans, j'ai commencé à voyager seule. Je sortais beaucoup déjà, parce que comparé à d'autres familles d'Asiatiques, je crois que je sortais énormément. J'étais jamais à la maison. Je faisais de la danse. Il y a ce truc-là, franchement, ils ont vraiment pas du tout aimé. Moi, je me rappelle, ils me disaient, il faut que tu sois une bonne fille de maison. Moi, j'ai des gars, mon mec, il va cuisiner pour moi, je te le dis. Je disais ça pour rigoler. Et puis, franchement, ma mère, elle n'a pas du tout aimé. Je sortais beaucoup, je répondais beaucoup. Il y a ce truc chez les parents asiatiques, ou peut-être tous les parents en vrai, c'est qu'il ne faut pas répondre à leurs parents. Et en gros, si tu réponds, même si tu dis, ta mère a dit oui et toi tu dis non, ils vont dire que tu es mal élevé. Exactement. Toi, t'avais ce truc-là ou pas? Bien sûr. Voilà. Nous, c'était... Et moi, déjà, rien que je disais, t'as tort. Grave. Non, tu dis n'importe quoi. Le ciel, tu vois, si ma mère a dit, le ciel, il est rouge. Le ciel, il est rouge. Si je dis, il est bleu, c'est mort. Tu sais que moi, un jour, je dis, tu dois t'excuser parce que t'étais en retard. Elle m'a dit, mais t'es malade. Je lui ai dit, mais c'est toi, t'es malade. Tu vis où, là, ma sœur? Je lui ai dit, tu vis en France. Hein. Le respect, c'est mutuel. Je me suis, j'ai été la rebelle de la famille. Ils ont vraiment pas aimé. Après, ils n'ont pas eu le choix d'accepter. Bien sûr. Parce qu'ils avaient, je pense, un peu peur pour moi. Ils avaient aussi peur de la réputation. Parce que ça, c'est un truc très asiatique, de savoir que ta fille, elle fait ça, elle est là, elle fait ci, etc. Ils avaient énormément peur de la réputation, des choses comme ça. Moi, je suis totalement à l'opposé de ça. C'est-à-dire que moi, je m'en fous de qui me juge, qui parle de moi. Je m'en fous un peu de la vie des gens. Et je suis toujours partie, quoi. Et ma mère, même encore aujourd'hui, je trouve ça très mignon. Elle m'appelle, elle me dit, fais attention, il y a des inondations. Je dis, vas-y, que je crève avec, tu vois. Je parle comme ça. Toi, t'es vraiment en mode, je fais ma life, quoi. Donc t'es plutôt du côté chill, quoi, côté vietnamien. Je crois que c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que c'est hyper cool parce qu'on a grave, à force d'être rebelle, entre guillemets, on a ce truc où j'ai pas besoin d'avoir ce rapport où ils sont au-dessus de moi et moi je suis en dessous. Aujourd'hui, à ma mère, on peut parler vraiment de tout et de rien, on peut rigoler, il y a forcément il y a de la pudeur quelque part, mais par exemple, tu vois, je suis tatouée. Tu vois, c'est ce genre de choses que ça va dépendre des familles, mais c'est vrai que les conservateurs, vietnamiens et tout, les tatouages, c'est mort, mais maintenant, tu vois, c'est méga cool. Regarde, mon frère, il vient de se faire tatouer, mais c'est moi qui ai un peu initié le truc, quoi. Ouais, bien sûr. T'as ouvert les portes. Grave. Mais non, mais du coup, aujourd'hui, je trouve que comparé à d'autres parents asiates, je trouve qu'ils sont méga cool. D'accord. Même parents vietnamiens, de ce que j'entends, je peux rigoler avec eux, je rentre, je sors comme je veux, mais c'est parce que j'ai fait la Jeanne d'Arc. Sinon, c'était t'es parti au feu, quoi. On m'a mis sur le bûcher. Et tu vois, en début de conversation, tu me disais que tu reniais un peu tes origines. Et c'est à partir de quel moment où tu t'es dit, vas-y, finalement, je suis fière des Vietnamiennes, je suis contente de l'être. C'était quoi le déclic du coup? En fait, j'ai fait une licence commerce international, option marché d'Asie. Et là, en fait, je me suis dit, putain, je suis viette, il faut que j'embrasse. Il faut que je fasse un truc avec mes origines, ça serait tellement con de le perdre.
Et donc à partir de là, ouais, c'est là que j'ai un peu embrassé mon côté asiate à mort. Ok. Et j'ai totalement assumé, je dirais pas assumé, mais que je l'ai grave vécu bien, etc. Ouais, que tu le revendiquais, tout ça, etc. Et c'est surtout le fait de voyager aussi. Le fait de beaucoup voyager, tu te rends compte, mais l'Asie n'a rien à envier à la France ou l'Occident ou l'Europe, des choses comme ça. Et donc ouais, j'ai décidé de totalement l'embrasser. Aujourd'hui, je peux parler 3 langues. Français, anglais, viet, mais c'est grave une force, tu vois. Là, par exemple, je suis pas dans mon pays d'origine, entre guillemets, c'est-à-dire c'est pas là où j'ai grandi. Mais t'as vu, comme toi, on peut commander des cafés, on peut vivre, je peux travailler aussi. Ça, bien sûr, ouais, c'est une grande force. Ouais, carrément. Et toi, tu as beaucoup voyagé, est-ce que tu peux me dire un peu où tu as voyagé, etc. J'ai voyagé, j'ai fait un peu d'Afrique, j'ai fait beaucoup l'Asie, j'ai fait l'Europe. Vite fait, l'Amérique, mais vraiment vite fait. Mais donc, ouais, j'ai fait un peu partout. Qu'est-ce qui t'a donné envie? C'est quand que tu as eu le déclic de vouloir t'installer au Vietnam? En fait, le truc, c'est que moi, de base, je devais faire un PVT au Canada. Et j'étais partie pour, c'était quoi, il y a 2 ans, un peu moins de 2 ans. Ouais, t'avais fait les demandes, les démarches. J'étais prise, Montréal? ouais, exactement. Pas Montréal, mais en tout cas le Canada, parce que j'étais tirée au sort. D'accord. J'étais prête. Ouais, c'est une chance, enfin voilà, c'est tirage au sort, exactement. Donc tu t'es dit let's go. Exactement. J'ai fait un road trip. J'ai commencé par l'Afrique du Sud. À un moment donné, je suis arrivée en Afrique du Sud, je me suis dit, je crois que je vais vivre là. Et après, je me suis dit, putain, ça fait 8 ans que je suis pas revenue au Vietnam. J'ai revu mes potes, j'ai fait, mais pourquoi pour aller déjà dans un pays qui fait hyper froid, trop proche de ma culture européenne, je me suis dit, quitte à pas connaître bien comme il faut, parce que tu sais, on est vietnamien, mais on est au fond français. C'est ça, c'est ça, moi je dis toujours, bon, on est vietnamien forcément, même si on a grandi dans la culture, on est avant tout français, et même pour les Vietnamiens, on reste des Viet Kieu, donc vietnamien d'origine française. Moi, c'est drôle que tu en parles parce que moi, quand j'ai fait un peu cette réflexion ces derniers temps, ou même un peu avant, où j'écoutais énormément de podcasts de gens qui disaient « Ouais, je suis ni français, je suis ni vietnamien. Pas assez française parce que je suis vietnamienne, je suis asiatique. Pas assez vietnamienne parce que quand je suis venue au Vietnam, on pointe du doigt du fait que tu es trop français. » Et donc moi je me suis dit, ah putain merde, mais moi en final elle est où ma place et tout dans tout ça. Et finalement je me suis dit, mais en fait c'est un truc de ouf parce que tu peux prendre le bon côté des deux. Le Vietnam, tu y vas souvent, donc tous les 4-5 ans, tout ça, etc. C'est quoi les différences les plus notables entre la France et le Vietnam? Moi je trouve que les Vietnamiens sont hyper résilients. Ouais, ok. Dans le sens où s'il faut le faire, il faut le faire. Ils sont beaucoup aussi dans l'acceptation, entre guillemets. En fait, c'est bizarre parce qu'ils se jugent énormément, mais ils acceptent tout le monde. En fait, il y a un truc de fatalité, de destin lié au bouddhisme où en gros, si t'es gay, quoi. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est vrai. En gros, on a ce truc de les Vietnamiennes, c'est des folles. Ouais. Et ici, les mecs... c'est vrai, tu vas dire les mecs ici, j'ai parlé avec des mecs viet, ils disent... C'est comme ça, hein. Écoute, on va pas... Il n'y a pas le truc de toxique, relation. C'est juste, elles sont folles, quoi. Exactement, on fait avec, c'est ça. Okay. Très résilient, très famille, très libre, c'est-à-dire qu'ils sont très fêtards encore. Ils adorent vivre, ils adorent célébrer, ils sont très patriotes. C'est ça, je trouve que c'est un truc qu'on a un peu perdu en France. Aujourd'hui, si tu dis t'es patriote français... c'est mal vu. Ça fait RN, ça fait RN à fond. Exactement. Mais c'est dommage, alors que je trouve que c'est hyper bien d'être français. Et c'est drôle parce qu'ici, les Français, ils sont grave solidaires entre eux. Ici, l'avantage, c'est qu'il y a... Bon, il y a les riches et les pauvres, mais par exemple, entre Français, tu peux parler à tout le monde. Tu peux parler à un mec qui est dans la restauration, tu peux parler à un mec qui est architecte, tu peux parler à un mec qui vient de monter une société, tu peux parler à une meuf, à la présidente de Vietjet. Vraiment, je te dis ça. Tu peux parler avec tout le monde. Personne ne te juge parce qu'en fait, les gens se disent t'es uni un peu, t'es français, t'es à l'étranger, t'es uni. En France, c'est un peu plus compliqué. En France, déjà, t'as pas le diplôme, t'as pas le poste. Il y a une strate un petit peu sociale qui est un peu plus différente. Tu traînes avec tes amis. Bien sûr, ici, t'as pas d'amis de base. Donc, tu construis un peu tes amis et t'as ton cercle. Et donc, ça change énormément. Je dirais, comme je te dis, la résilience, c'est facile à vivre. Tout ce que tu veux, tu peux l'avoir ici. Les Français, la bonne nourriture, ça me manque aussi. Quoique le Vietnam, c'est la bonne nourriture, mais la France, ça me manque par rapport à ça. Toi, c'est quoi ton top nourriture au Vietnam? Ouais, ici. Tes plats préférés? Moi, j'adore les rouleaux de printemps, goi cu, nem nu. C'est à peu près dans le même style. Et en ce moment, bumbo, c'est quoi le tien?
bon, sans partir dans le classique, tu vois. Le pho. Putain, j'ai trop saigné ça. En vrai, tu vois, moi j'ai grave saigné. Ouais. Et en toute objectivité, c'est vraiment bon. Bah oui. Mais lequel? Celui du sud ou du nord? Non, du sud. Moi, je suis sud, tu vois. Moi, le Je suis nord, un mec du sud. moi, je suis avec du sud, tu sais, faut qu'il y ait tout. Les tripes, les boulettes. Ah ouais? Ouais, faut qu'il y ait tout. Wow. Faut qu'il y ait songbo, tu vois, des trucs comme ça. Ouais, moi, moi, je mets tout, tu vois. Et genre un feu, gars, ça t'intéresse ça? Non, ça c'est la vrai. Moi, il y a un plat que j'adore, Ouais. c'est très maison, le kanchu. Kanchu. T'as déjà goûté? Ouais, c'est pas trop mon truc. Ah ouais? Kanchu, j'aime pas trop. Tu vas me dire ton truc, c'est très de crottes, les trucs comme ça? Non, moi, c'est Bunryu. Ah, j'adore. Tu vois, Bunryu. J'adore. Ah, t'as vu? Ouais, j'adore. Moi, je suis plus avec des soupes. C'est bien qu'on échange à ce sujet-là, parce qu'aujourd'hui, tu travailles au Vietnam. Donc, c'était quoi les démarches, justement, pour venir vivre et travailler au Vietnam? J'ai mon visa d'exemption de 5 ans. Ouais, ok. J'étais dans l'IT déjà, je t'ai dit que j'étais project manager. Ouais. Donc en gros, j'ai souvent géré des solutions digitales. Ok. En gros, ici, il y avait une entreprise qui était franco-vietnamienne qui recherchait principalement des PM français. Moi, j'ai l'avantage, c'est que je parle viet, anglais, français. Et donc pour eux, c'était bingo. C'était Puis moi, je leur dis, vas-y, pourquoi pas. Je voulais un peu sortir de ce côté un peu freelance. En fait, là, du coup, je gère une équipe de designers et de devs et de testeurs vietnamiens. Donc, en fait, ça m'apprend aussi à travailler avec les Vietnamiens parce que c'est pas du tout la même culture de travail. T'as travaillé déjà avec des Viets? J'ai travaillé rapidement avec des freelances, mais T'en as pensé quoi? pas au quotidien. Bah, moi, je trouve que les Vietnamiens, ils sont efficaces. Ils sont efficaces, mais ils sont assez rigides, tu vois, par rapport à la flexibilité. Si tu demandes des choses, ils vont souvent te dire ouais, c'est pas possible, ou c'est comme ça, tu vois, par rapport à ce que tu me disais, tu vois. Tu vois, par rapport au destin et tout, etc. Ouais, genre, j'ai besoin de ça, est-ce que tu peux faire un petit effort? Non, c'est pas possible. Ok, vas-y, tu vois, il n'y a pas de possibilité de négocier. Ok, intéressant. Et toi, du coup, comment tu l'as vu? Moi, je trouve qu'il travaille bien. Ouais. Pour ceux qui veulent travailler, parce que comme je t'ai dit, ta vie, c'est comme je t'ai dit, c'est deux extrêmes. Ouais, t'as deux écoles. Comme tu le dis très bien aussi, il y en a quand ils te disent c'est mort, c'est parce qu'ils n'ont vraiment pas envie de faire d'efforts. Il y a des deux. Il y en a qui travaillent super bien et qui challenge, etc. Mais il y en a, ils travaillent trop mal et ils se permettent de répondre en même temps. Mais si je fais bien, nanani, ils font leur boulot. Mais parfois, c'est pas assez bien, c'est pas assez rigoureux. Et c'est trop drôle parce que dans la boîte, j'ai mes collègues français et souvent, du coup, je peux parler viet et les viets, ils disent « Ouais, vous, les Français, vous êtes trop exigeants. » Eux, ils ont cette image de nous. Exactement. Vous attendez trop de nous, vous voulez un truc trop carré. Moi, dans ma tête, mais c'est ça le boulot, en fait. T'es payé pourquoi, tu vois? Non pas que, voilà, mais c'est comme ça. Oui, c'est notre mentalité. Après, nous, voilà, on a grandi en France, donc c'est comme ça qu'on a appris à travailler. Donc toi, tu as fait exemption de visa. Ah pardon, c'est vrai, c'était ça la question. Ouais. Exemption de visa, ils m'ont démarché. Là, je travaille sur mon visa avec Keo, Ok, ça marche. ce qui n'est pas trop légal en théorie, mais je suis sur mon statut freelance. D'accord, ok. Donc c'est pour ça qu'ils m'embauchent comme ça, mais pour eux, en termes de taxes, c'est pas le plus avantageux. Ils essaient de me payer le work permit. Si tu veux ouvrir un business, c'est plus simple. Pour le boulot, c'est plus simple. Ouais, ça simplifie ta vie au Vietnam, quoi. Ouais. Et du coup, c'est quoi aujourd'hui donc ton quotidien à Ho Chi Minh, mais au Vietnam en général? Mon quotidien, en vrai de vrai, il n'est pas si différent de ce que j'avais en France. Ok. Je travaille, je vois mes amis. Je vois mes amis, je voyage aussi. Ok. J'adore l'art, donc je fais pas mal d'expositions, des trucs comme ça. Je bouge pas mal au Vietnam parce qu'on est entreprise à la Da Nang. Mais en vrai de vrai, mon quotidien, il ne change pas trop de la France. Je pensais qu'il pouvait grave changer, mais en fait, qui tu es, tu vas le retranscrire dans n'importe quel autre pays. Si tu es un mec qui est dynamique, tu seras dynamique dans un autre pays. Il y a beaucoup de choses qui ouvrent et qui ferment. Des nouvelles galeries d'art, des trucs comme ça, des nouvelles pièces de théâtre, des nouveaux bars qui ouvrent. Il y a une grosse scène culturelle du coup. C'est vrai que beaucoup de choses sont pour les amoureux de la culture et tout. Tu y trouves ton compte, quoi. Ouais, tu captes tes amis. Ouais, mais en vrai de vrai, un quotidien qui est assez banal. C'est juste que je me sens un peu plus libre ici par rapport à la France. Mais par rapport à quoi du coup qu'est-ce qui me rend plus libre? Ouais, qu'est-ce qui te rend plus libre par rapport à la France? En fait, c'est drôle, oui et non, parce qu'il est libre, parce que en vrai de vrai, t'es en moto, tu te dépasses hyper facilement. Le dialogue, il est très facile. C'est bizarre, mais au Vietnam, tu te sens moins seul que si t'es en France. Ici, tout le monde te parle. Les Vietnamiens, je sais pas si tu as eu l'occasion, mais ils demandent trop des questions impersonnelles. Là où j'habite, il y a un feu juste en bas. Tous les jours, ils me croisent, monter et descendre.
En fait, à chaque fois, ils me disaient, ah, t'as acheté ça? Ah, tu vas où? Ah, tu rentres? Ah, tu t'amuses bien, hein? Et moi, je suis en mode, mais t'es pas ma daronne, en fait. Mais putain, mais même ma mère, elle me contrôle pas autant. Et puis, à un moment donné, je finis par manger souvent avec eux, je dis bonjour avec eux. Et ça, c'est cool parce que, en fait, moi, quand je l'ai parlé à ma mère, elle m'a dit, c'est une façon pour les gens, de gossiper sur toi. Et de 2, aussi d'apprendre à te connaître parce que vous vivez dans le même truc. Vous vivez dans le même quartier, voilà, vous vous voyez et tout. Exactement. Mais ils sont très généreux, les Viet, ça, c'est une certitude. Ouais, ils sont très accueillants. C'est vrai que ça, c'est une des premières choses qui revient, c'est qu'ils sont très accueillants. Si tu es généreux et que c'est dans ta culture et dans ta personnalité, ici, tu vas trop bien le vivre. Si tu es un peu heureux et tu as peur tout le temps que les gens vont te scammer, etc., et que c'est chaud. Et encore, ça peut t'ouvrir. Il y a des gens, ils sont hyper comme ça, mais avec le Vietnam, ça les a un peu détendus, tu vois. Bah tiens, tu vois, par exemple, trouver un logement en France, c'est une galère. Ici, tant que tu as de l'oseille, ils s'en battent les couilles. Mais genre littéralement. Ah bah oui, t'as le dernier des SDF, mais si tu as l'argent pour payer... Le SDF, il rentre. Le SDF, il rentre, je te jure. Parce qu'ici, il n'y a pas aussi ce truc de... Il y a quelqu'un qui squatte chez toi, il y a la trêve hivernale. Non, bah non, ils dégagent direct. Tu payes pas, mon gars. Donc eux, ils sont sereins, tu vois. Ils disent, vas-y, je vais te dégager au pire. Ils ont dit, comment ça on appelle la police? Mais c'est moi, je vais le débarquer avec la muf, je le sors. J'ai dit, ouais, ok, tu vois, donc... De toute façon, t'as pas trop le choix, tu vois, ils savent. Là, ça fait un peu peur aussi. Ah ouais? Non, mais des retours que j'ai des gens, tu sais, des gens qui connaissent pas le Vietnam, ils se disent c'est communiste, à côté de la Chine, nanana, tu vois. Oui. Ouais, tu vois, il y a ce truc, qui est... C'est vrai et c'est pas vrai non plus, tu vois. Mais pourquoi tu veux faire le ouf dans un pays qui n'est pas le tien? Ici, franchement, les gens ici, naturellement, ils sont déjà des rebelles. Ils montent sur les trottoirs, ils roulent sur le trottoir, ils roulent à contresens. Ils sont genre 10 sur le scooter. Donc tu vois, déjà, de par nature, ils sont déjà un peu dans la rébellion, un petit peu, c'est ça, dans exactement. Mais si vraiment tu es pris et qu'on te chope et tu vas en prison, je pense que... Ouais, c'est que tu l'as cherché, entre guillemets, quoi. Oui et non. Ouais. Mais la plupart du temps, je te dirais que oui, tu vois. Faut savoir que tu es dans un pays communiste, faut pas faire le ouf. Tu vois, un peu comme en Corée du Nord, tu es là-bas, tu sais, c'est l'un des pays les plus stricts, tu vois pas... Oui, tu vas pas faire le fou, tu vas pas taguer, tu vas pas brûler le drapeau, tu vas pas manquer de respect aux gens, etc. Mais c'est des règles de bonne séance. En gros, voilà, le message, c'est si tu te tiens bien, très généralement, il va rien t'arriver. Et du coup, tu m'as parlé un petit peu que le Vietnam désinhibait les gens. Toi, en gros, le Vietnam, qu'est-ce que ça t'a apporté? C'est trop bizarre ce que je vais te dire, mais... J'allais dire rien. J'avais déjà tout. Non, c'est pas que j'avais déjà tout, mais juste je suis plus chill. Ça me correspond plus, oui et non. En fait, ça représente un trait de ma personnalité. Mais c'est facile à vivre. En fait, c'est surtout ça, parce que tu vois, en ce moment, en France, les gens, ils sont un peu crispés. Le climat en France, politique, mais même en général, bon là, on est en hiver, donc même la météo aussi, ça va pas du tout. Tu sais, il y a vraiment un sentiment de le pays va partir en couille, entre guillemets, va partir en sucette. À tout moment, on va partir faire la guerre, il y a la crise, les gens gagnent plus d'argent. Je te jure, ici, il n'y a pas ça. C'était quand tu regardes de loin, tu vois, quand tu es en dehors de la France, tu regardes les nouvelles en France, ça fait peur, quoi, entre guillemets. Je te jure. Ouais. Et toi, aujourd'hui, est-ce que tu te vois revenir en France? Enfin, c'est quoi, du coup, tes plans à court, à moyen terme? C'est sûr, je vais rester encore une année de plus. Ouais. J'aimerais rester le plus longtemps possible, mais je suis pas figée. En fait, tout est possible. Mais en tout cas, si je reviens en France, je reviens pas en région parisienne. Mais moi, de base, je voulais vivre une expérience à l'étranger. Là, j'ai cette chance-là, entre guillemets, que j'ai voulu, mais je la saisis. Sachant, pour le moment, je suis bien, je verrai. Je suis pas quelqu'un qui me projette très très loin. Je reste au moins 1 an de plus ici. Parce que moi, initialement, je voulais juste rester 1 an au Vietnam. Finalement, 1 an, ça passe tellement vite. Ça passe vite, t'as pas le temps de tout voir. En plus, tu travailles. Donc, tu vois, la vie en vacances, quand tu découvres, tu te dis, je vais faire ça tous les jours. Et après, au bout d'un mois, tu restes chez toi, tu regardes Netflix. Non, je fais pas ça, moi. Tu vas au musée, quoi. Non plus. T'as vu le musée de la guerre ou pas? Tout le monde m'en parle. Il est pas dingue. Ah ouais? Ok. Moi, je suis pas fan. Ok, j'irai, je te donnerai mon avis. Non, mais en fait, c'est juste comme je te l'ai dit, c'est facile à vivre. Je me pose pas la question. En fait, les Vietnamiens, ils ont aussi une mentalité qui est très court-termiste. Moi, pour le moment, je me retrouve et je fais des belles rencontres. Il y a des gens incroyables et je continue. Et puis après, on verra. Pour finir, tu vois, qu'est-ce que tu dirais
Par exemple, à Caroline, il y a 2 ans, ou quelqu'un comme toi, donc projet manager, qui souhaite s'installer au Vietnam. Qu'est-ce que je me dirais? Qu'est-ce que tu dirais? Tu vois, genre... J'ai jamais compris cette phrase, sans méchanceté. Non, t'inquiète. Mais par exemple, ouais, Qu'est-ce que je dirais à la petite Caro? Non, pas forcément la petite Caro, mais à une personne qui souhaite du coup venir travailler au Vietnam, s'installer au Vietnam, etc. Déjà, c'est pas fait pour tout le monde. Ouais, ok. J'accepte et je comprends totalement que tout le monde ne rêve pas d'ailleurs. C'est vraiment une question de personnalité. Ne pas avoir peur parce que tu t'en sors toujours. Moi, j'avoue, je me suis vachement inspirée de mes parents parce qu'ils ont fui la guerre, ils sont arrivés en France, ils ont construit de rien. Donc moi, je suis très partisane de, même avec rien, tu peux faire quelque chose. Bien sûr. Et pour ceux qui souhaitent venir ici, de faire confiance à leur instinct, de rencontrer des gens. Et de toute façon, ici, les gens, ils ont grave le cœur sur la main et que tout est possible en théorie si tu veux et si tu te reposes pas trop sur tes lauriers. Ok, voilà. Ça marche. Donc, on va finir sur cette scène, on va finir sur ces belles paroles, Caroline. Donc écoute, je te remercie de ta présence. Merci à toi. Et j'espère que tout se passera bien pour toi dans le futur, que ce soit au Vietnam ou non. L'interview est terminée. Merci à toi, Caroline, d'avoir été présente, de nous avoir fait l'honneur d'être présente à ce café-là. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci encore, Caroline. Si cette histoire vous a inspiré, lâchez un like et dites-nous en commentaire qui vous voulez voir dans le prochain épisode. Débris des Stories sur Instagram, TikTok et Facebook. Abonnez-vous sur Débris des Stories, le média qui met en avant la diaspora asiatique et tous les amoureux de l'Asie.